Donc, les exilés, ce soir, on invite Philippe Dujardin du Carrefour des alternatives politiques pour changer de cap à venir nous faire une présentation sur l'immigration économique, un sujet relativement tabou et très controversé ici au Québec. Donc, je vous le passe tout de suite et bonne conférence à tous. Bonsoir. Alors, pour mettre un peu les choses au clair, nous allons donc parler, pour qu'il n'y ait pas d'erreur, on va parler de l'immigration économique. Donc, on ne parlera pas des réfugiés, on ne parlera pas du rapprochement familial, qui sont deux compétences fédérales. Cette conférence est là pour expliquer les enjeux avec l'immigration économique. Ce n'est pas une conférence pour expliquer les problèmes avec les immigrants déjà reçus, en quelque sorte. Donc, il n'est pas question de renvoyer des immigrants chez eux. C'est pas une conférence qui a pour sujet de savoir si on doit garder ou non des immigrants. C'est une conférence pour savoir quels sont les besoins du Québec avec l'immigration économique pour le futur et quels sont les impacts de cette immigration qu'on choisit actuellement, qui avoisine les 40 000 immigrants par année. Donc, on va commencer par quelques chiffres pour mettre tout cela en contexte. Donc au Québec, on a quand même quelques particularités au Québec qui sont différentes par rapport à d'autres pays. Déjà, la majorité de la population se retrouve bloquée dans le tiers sud du pays. Il n'y a pas grand monde dans le Grand Nord. Et on va dire que dans la grande région de Montréal, la grande région de Montréal contient pratiquement la moitié de la population québécoise. Il y a Laval, Longueuil, Montréal et puis les grandes villes autour, ça représente pratiquement 4 millions de personnes à quelque chose près. Après, la deuxième plus grande ville, c'est Québec. Après, il y a quoi? Il y a Trois-Rivières, il y a Gatineau, mais c'est pas des grands centres urbains. Donc c'est vraiment Montréal rassemble la plupart de la population et ça va jouer beaucoup sur de la façon dont on fonctionne. On voit pas ça dans d'autres pays européens ou ailleurs où la population est un peu plus répartie sur le territoire, où il y a plusieurs grandes villes. Donc déjà, dans les premiers chiffres, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'immigration à Montréal, c'est que à peu près 84% des immigrants qui arrivent au Québec restent dans la grande région de Montréal. Il n'y a pas de régionalisation, c'est très très compliqué. D'ailleurs, même en région, ils ont aussi un problème, c'est que les jeunes de chez eux s'en viennent aussi à Montréal. Donc c'est très dur de trouver des moyens incitatifs pour demander à des immigrants de partir loin, parce que pour plusieurs raisons, c'est multifactoriel. Déjà, ces gens-là se rapprochent de leur communauté, parce que vu que le gouvernement, à des moments, l'État ne subvient plus souvent aux besoins du citoyen, c'est vers leur communauté qu'ils arrivent à trouver de l'aide. En plus, il y a des politiques multiculturelles qui favorisent cette ghettoisation, qui n'aident pas forcément. Parce que quand on veut vivre un peu comme chez soi dans son ghetto, c'est plus facile à Montréal que de se retrouver sur la côte nord et puis d'essayer de vivre comme dans son pays quand on est un étranger. Donc ce sont des réalités, les gens se retrouvent là, puis de toute façon, les gens restent toujours proches des grands centres d'affaires. Donc Montréal, c'est le poumon économique du Québec, de l'aéroport, ça a l'air bête, mais moi en tant qu'immigrant, je vous dirais la même chose, ça m'emmerderait de me taper 6 heures de voiture pour m'arriver à l'aéroport d'Orval pour pouvoir les visiter, même si c'est qu'une ou deux fois tous les 5 ans. C'est chiant, j'aime bien être à côté de l'aéroport, c'est un peu un réflexe chez un immigrant, de ne pas s'éloigner des grandes voies de communication aussi. Donc ça reste une réalité, 84% de ces gens-là restent à Montréal. Dans les autres chiffres qui sont importants à savoir, c'est que l'immigration qu'on a, économique, est choisie. Et ça, c'est important, dans d'autres pays, elle ne l'est pas autant que ça. Et chez nous, elle est très choisie, ce qui fait qu'on a 60% à peu près d'universitaires parmi les immigrants économiques qui arrivent. Ce sont des gens très qualifiés, souvent hautement qualifiés, on a la crème. Donc bref, ça va avoir une importance très importante dans un autre point que je vais souligner un peu plus loin. Au Québec, en plus de la choisir, on essaye de la choisir francophone. Parce qu'on a un problème, vous savez, avec la langue française ici, qui est en train de crever gentiment. Donc le gouvernement du Québec, pour tenter qu'on survive un peu plus, essaye de trouver souvent les immigrants francophones. On a plus de points dans notre dossier quand on est francophone. Et ce qui pose un problème, c'est que, parce que le problème, c'est que sur le marché de l'emploi, 23% des francophones unilingues sont au chômage, ne trouvent pas de boulot.
Ça, c'est une réalité. Et par contre, si on prenait les unilingues anglophones, ça tombe à 16% seulement pour eux. Pratiquement 10 de moins, là. Enfin, ça fait pas... Ça, c'est au Québec, c'est à Montréal. C'est à Montréal, 23% et ça monte même plus dans la communauté maghrébine parce que c'est multifactoriel. Ils en sont à 27% de sans emploi à Montréal, chez eux, tandis qu'ils ont un paquet d'ingénieurs. Comme je vous explique, c'est multifactoriel parce que le problème, c'est que c'est pas forcément à cause des diplômes, parce qu'ils sont très qualifiés. La langue joue pour beaucoup, parce que sur le marché de l'emploi, 40% des emplois ne sont pas destinés aux unilingues francophones. Ça veut dire que si vous parlez que français, il y a déjà 40% des jobs, vous ne pouvez pas y appliquer. Et vous savez qu'il y a une réalité qui est encore pire parce que ce chiffre de 40% ne reflète pas la réalité. Essayez de trouver un emploi à Montréal, à peu près dans n'importe quel job, même si ça sert strictement à rien, ça va être écrit tout en bas bilingue. Et ça, c'est beaucoup plus que 40% en réalité. Ça fait que ça aide vraiment pas du tout. Une autre chose qu'on s'est rendu compte au Québec, et ça joue beaucoup, c'est que le Québec fonctionne par un moyen de réseautage pour trouver un emploi. Une étude qui a été faite par, je me souviens plus du nom de la personne, avait conclu qu'à peu près 75% des jobs se trouvaient par réseautage. Ça fait que si vous arrivez au Québec, vous êtes un jeune immigrant, vous êtes unilingue francophone, vous êtes pourtant universitaire, donc vous avez quand même un bagage assez élevé, vous envoyez 500 CV, vous allez avoir 0 réponse. Pour la simple raison, c'est que les gens ne marchent pas avec les CV. Il faudrait que quelqu'un qui connaît quelqu'un vous ait référé, parce que souvent, même dans les boîtes, moi, à l'époque, quand j'étais dans des compagnies, on recevait les courriels de la direction, un nouveau poste dans tel coin s'ouvre, si vous connaissez quelqu'un, veuillez référer son CV à la direction. Ça marche souvent par contact, comme ça. Donc c'est pour ça que beaucoup d'immigrants se retrouvent incapables de trouver un boulot. Je vous parle de ça, c'est parce que là, ça commence déjà à dresser un tableau que l'immigration économique qu'on nous vante, cette richesse qu'on nous apporte, c'est bien beau, mais si on ne l'utilise pas, c'est quoi cette richesse ? Ça n'a pas l'air de fonctionner bien fort. L'autre aspect qu'il faut tenir compte, c'est que 80% des immigrés, 80% ont moins de 40 ans. C'est 80% qui ont moins de 40 ans. Mais là-dessus, c'est 50% qui ont moins de 30 ans. Donc la moitié des immigrés ont plus que 30 ans. Ça, c'est un facteur auquel il faut tenir compte. C'est parce qu'on nous dit toujours, les Québécois font pas assez d'enfants, grâce à l'immigration, ça va nous aider pour payer les retraites et tout ça. Et là, vous allez vous rendre compte plus tard qu'en fin de compte, que rien que déjà là-dessus, ça ne fonctionne pas. Parce que vu le niveau médian de l'âge de ces gens-là, ils arrivent trop vieux déjà au Québec. Pour rajeunir la population. Et deuxièmement, c'est que vu tous les problèmes de chômage qu'ils ont, c'est que c'est pas vrai qu'ils cotisent pour nous aider à payer les retraites et tout ça, c'est pas parce qu'ils veulent pas, c'est parce qu'on leur donne pas de boulot. Ou qu'on leur donne des boulots, c'est des boulots de merde avec des petits salaires, et on sait très bien, ça c'est l'effet Walmart, c'est que les petits salaires en charge sociale, et comme les gens payent pas d'impôts, mais en plus ils reçoivent des aides, entre les retours de TPS et machin chose, ces gens-là nous coûtent plus cher qu'en fin de compte, qui rapportent à la société parce qu'ils travaillent au salaire minimum. Donc, tous ces facteurs-là font que déjà, ça commence à devenir compliqué, mais c'est encore plus j'allais dire vicieux, mais c'est pas le mot, c'est encore plus compliqué que ça, parce que ça va amener... Tiens, ça c'était de l'ancienne conférence, je vais tourner 2 pages, des restes de l'ancienne conférence. Donc, parce que ce qui s'est passé, on s'est rendu compte d'un phénomène, ça c'est l'axe des années, et ça, c'est l'axe de la compétence. On est ici en 1940, 45, excusez-moi. On sort de la guerre. Le niveau des entreprises, la demande des entreprises pour l'emploi est arrivée ici. Ça, c'est le niveau de connaissance moyen calculé sur plusieurs facteurs dans une société. Donc les entreprises réclament des ouvriers qui ont ce niveau de qualification. Le problème, c'est qu'à la sortie de la guerre, on est avec un secteur primaire et secondaire, donc les paysans, l'agriculture et puis les ouvriers, qui est très fort, mais au niveau tertiaire, c'est pas très développé, au niveau des ingénieurs et toutes ces choses-là. Donc le problème qui se pose, c'est que
dans le monde ouvrier, on se retrouve ici. Ce qui fait qu'à cette époque-là, en 1945, quand vous cherchez un emploi, vous avez une déqualification à l'embauche, une surqualification à l'embauche et une déqualification à l'emploi. Attendez, là je réfléchis 2 secondes parce que je me mélange. Oui, c'est ça. Donc ce qui fait que, je vous explique avec d'autres termes plus simples, c'est que vous êtes toujours embauché pour un emploi dont vous n'avez pas les compétences pour le faire. Et il y a une technique qui est très connue par tous les anciens, c'est qu'on apprenait sur le tas. C'est-à-dire que vous arriviez dans une job, vous n'aviez pas le niveau, les connaissances pour appliquer, les qualifications pour faire cette job, mais le patron allait vous prendre et puis il allait vous former. C'est ce qui se passait parce que les patrons n'arrivaient pas à trouver des gens assez qualifiés, ils étaient obligés de les former. Et il s'est passé quelque chose à peu près dans les années 70, pour plusieurs raisons encore. Entre autres, l'accès à l'éducation, l'accès à l'école s'est développé. Au Québec, on a eu la Révolution tranquille, qui a permis à une grosse partie de la population d'avoir accès à des domaines qu'ils n'avaient pas à l'époque. Il faut oublier que les familles de 12 enfants, le plus vieux allait étudier, les autres, puis la dernière, elle pouvait oublier ça. Donc, ce qui s'est passé, c'est que la demande pour l'emploi du niveau n'est pas montée aussi vite. Elle n'est pas montée aussi vite que le niveau de la connaissance des gens. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'après les années 70, les gens en savaient plus que ce qu'on leur demandait pour leur boulot. C'est aujourd'hui ça. Et vous avez à peu près tous connu, ou vous connaissez tous quelqu'un qui est embauché pour un boulot et qui est beaucoup plus qualifié que ce qu'on lui demande de faire. On a des exemples courants à Montréal avec les chauffeurs de taxi qui sont tous ingénieurs. C'est débile, on leur demande de... Ça, c'est accentué par ce que je vous expliquais tantôt dans l'immigration. 60% d'universitaires qui arrivent ici, des diplômes pas reconnus, des corporations qui font du protectionnisme, un réseautage d'emplois qui fait que si on n'a pas des contacts au début, on n'arrive pas à se trouver de boulot. Et bien, ces gens-là se retrouvent à faire des petits jobs. Donc, ils se retrouvent ici pour des jobs qui demandent moins de qualification. Et on s'est rendu compte qu'à arriver à ce niveau-là, ça a déclenché un phénomène social qu'aujourd'hui qu'on appelle le chômage systémique de masse. C'est-à-dire qu'en fin de compte, une personne qui arrive ici, qui trouve un emploi, ils ne viennent pas de prendre une job sur le marché de l'emploi, ils viennent d'en prendre 2. Parce que quand tu as un ingénieur niveau plus 5 qui prend la job d'un ingénieur plus 3 au niveau du nombre d'années d'études, parce que ils se sont battus, le patron a pris le plus qualifié des 2, il va le payer le même salaire, il s'en fout. Donc le patron il est pas bête, il va prendre le plus brillant. Le plus 3, lui, il va devoir se trouver un boulot d'ingénieur beaucoup plus bas. Il va piquer une job à un mec qui aurait dû avoir ce boulot-là, mais comme le patron a pris encore le plus brillant, il va se retrouver à piquer une job d'un mec qui est plutôt un contremaître sur un chantier, qui va piquer le job, et ainsi de suite, on descend et on descend. Et arrivé en bas de l'échelle, c'est là où on va retrouver quelqu'un qui va faire le boulot de 2 personnes. Parce que arrivé en bas, ils vont tomber sur une personne qui va prendre le boulot de 2 secondaires 5 qui ont décroché, qui faisaient des petits jobs pour s'en sortir. Quelqu'un va se pointer avec un diplôme universitaire, incapable de trouver un boulot, mais qui a besoin de travailler parce qu'il a besoin de nourrir sa famille, donc il va accepter la job à n'importe quelle condition. Il va la prendre, la job. Et le patron, voyant ça, il va dire « Mais putain, le mec, en plus, il fait ma compta, en plus, il est capable de gérer le stock. Allez, je vais dégager les 2 qui s'occupaient de la compta et du stock. Lui, il va faire la job des 2. » Et c'est ce qui se passe. Et on s'est rendu compte que donc, depuis les années 70, que chaque job créé comme ça, créait en bout de ligne 2 chômeurs. Et c'est pour ça que ça fonctionne pas, ce système-là. Et qu'on n'aura plus jamais le plein emploi comme ont connu nos parents, enfin, ou nos grands-parents, ça dépend des gens, dans le passé, parce qu'à cette époque-là, on perdait un boulot, on allait appliquer, l'après-midi même, on était embauché ailleurs, même si on n'avait pas les compétences, le patron avait besoin de bras, il nous prenait, il nous formait, c'était fini, on n'en parlait plus. Aujourd'hui, si vous perdez votre boulot, bonne chance. C'est pas évident d'en retrouver un autre. Je connais personne, quand il s'engueule une fois avec son patron, qui lui dit « Allez, je t'emmerde, je me barre, de toute façon, tiens, garde mes trucs, je vais me trouver une autre job. » Combien de gens connaissent une personne qui garde un boulot parce qu'il a un loyer à payer, il a tout ça à payer, puis il sait pas comment il va s'en sortir, s'il perd sa job, c'est la panique. Avant, non, un patron te faisait chier, bye, je vais voir ailleurs. Ça, ce sont des réalités
qui sont augmentés parce que justement, avec l'immigration économique choisie, on prend des gens surqualifiés et on ne les embauche pas. On s'est rendu compte qu'après 5 ans, le nombre de personnes qui ne trouvent pas de boulot dans cette immigration-là diminue de moitié. Et après 10 ans, à 1 point près, à 1% près, ils sont au même niveau de chômage que la population normale. Pourquoi ? Parce que ces gens-là, après 10 ans, ont réussi à créer leur réseau et à comprendre comment ça fonctionne. En réalité, après 10 ans de vie au Québec, généralement, l'immigrant de première génération arrive à trouver du boulot aussi facilement qu'un Québécois de souche. Quand je dis Québécois de souche, ça ne veut pas dire de là depuis 1700, je parle de quelqu'un né ici, qui est né ici, qui n'est pas de l'immigration. Donc si vous additionnez le décrochage scolaire qu'on connaît chez nos jeunes, il y en a un paquet. C'est un problème surtout chez les garçons. Les travailleurs québécois qui sont souvent peu qualifiés, parce que, comme dans tous les pays, il y a une partie de la population qui a peu de qualifications. On ne part pas tous à faire des études universitaires. Si vous rajoutez là-dessus 60% d'universitaires de l'immigration qui comprend 60% d'universitaires, que vous mélangez tout ça, que vous comprenez que 84% de ces gens-là restent à Montréal, que vous comprenez qu'aujourd'hui, on fait de la surqualification à l'embauche, de la déqualification à l'emploi, c'est-à-dire qu'on embauche quelqu'un de surqualifié pour ce qu'il a besoin de faire et qu'on l'oblige à faire un boulot où il a moins besoin de ses qualifications, on se retrouve avec un chômage qui sera impossible à absorber. Ça, c'est une réalité et qui existe sans l'immigration, mais l'immigration aggrave cela, surtout quand on a une immigration en plus qui est choisie. Nos jeunes, et là je parle des jeunes inclusivement toute origine, culture et autres, qui sont nés au Québec, sont désavantagés par ce système-là. Tous nos jeunes qui font du décrochage scolaire, tous ceux qui ont peine à finir leur cégep, se retrouvent sur un marché de l'emploi où ils tombent en concurrence avec des gens qui crèvent de faim parce qu'ils arrivent, trouvent pas de boulot, ils ont une famille à nourrir, ils ont une moyenne d'âge de plus de 30 ans, et le gars, il va accepter n'importe quelle condition de travail. Et ça date pas d'aujourd'hui, ce système-là. Il y a un livre qui a été écrit par le programme du Parti ouvrier en France il y a très longtemps, à Lille, en 1883. 1883, donc c'est pas hier. Et il expliquait, ce Parti ouvrier, il expliquait les ouvriers étrangers, belges, allemands, italiens, espagnols, chassés de leur pays par misère, dominés souvent et exploités par des chefs de bande. Là, on parle de ces dirigeants communautaires qui parlent au nom de leur communauté, qui se disant les représentent, c'est eux les chefs de bande. C'est rarement des amis en réalité. Ne connaissant ni la langue, ni les prix, ni les habitudes du pays, sont condamnés à passer par les conditions du patron et à travailler pour des salaires que refusent les ouvriers de la localité. Ça a été écrit par Jules Guest et Paul Lafargue dans le programme du Parti ouvrier, dans l'article pour Lille, et imprimé en 1883. Donc, c'est pas nouveau. Les chambres de commerce et le patronat ont tout intérêt à augmenter la masse d'immigrants, surtout qualifiés, parce que dans ce groupe-là, ils vont piger les travailleurs dont ils ont besoin. Et ils vont laisser tout le reste à la charge de la société. Ils en ont strictement rien à foutre. Et plus il y aura un gros bassin de travailleurs dans lequel ils peuvent piger, plus ils peuvent attaquer nos acquis sociaux, dire aux Québécois natifs, quelles que soient ses origines, lui dire « Excuse-moi, la job, tu la prends, mais ça va être à ce salaire-là, et ça va être avec ces conditions-là. » Parce que sinon, si tu le fais pas, là j'en ai un qui vient d'un autre pays, qui connaît pas trop la culture d'ici, qui connaît pas trop la langue, qui est un peu emmerdé. Surtout que quand on est immigrant, c'est dur, c'est un déracinement, on vient de laisser son pays en arrière, il y a une insécurité, il y a des peurs, on arrive, on connaît pas le coin, on sait pas trop. Et là, on se retrouve à louer des appartements 2 fois le prix qu'ils coûtent parce qu'on savait pas qu'en fin de compte, on venait de se faire fourrer par le logeur. On vient de se trouver un patron qui, en fin de compte, nous brime sur nos droits du travail parce qu'on les connaît pas, les droits du travail. Et puis, en fin de compte, c'est une nuisance pour la collectivité au complet. C'est terrible pour la personne qui se fait exploiter et c'est terrible pour la société qui laisse ces gens-là se faire exploiter. Je vous dis ça parce que c'est un peu la conclusion de la fin. Je vous expliquerai pourquoi tantôt. Donc, on se retrouve avec une société où c'est plus la lutte des classes, c'est la lutte des places. C'est-à-dire que pour une même job,
2 personnes vont se présenter. Le salaire sera identique. Les avantages sociaux pour cette job-là seront identiques. Mais les 2 personnes n'auront pas du tout les mêmes qualifications, les mêmes diplômes. Ils vont devoir se battre pour avoir la place. Et naturellement, celui qui aura la place, c'est celui qui aura le plus de diplômes et le plus de qualifications que le patron pourra exploiter à ce niveau-là. Ce système-là, pour le moment, n'est pas quand même invivable. Ça date pas d'aujourd'hui. Hein. Donc ça fait déjà, comme vous l'avez vu, depuis 83 que les chefs de bande et le patronat exploitent les employés en délocalisant des gens d'autres pays. Ce qu'on appelle le néocolonialisme. On ne va pas piquer les ressources chez eux, maintenant on va aussi piquer leur main-d'œuvre. On s'est rendu compte que depuis les années 70, étant donné que la population était devenue plus instruite, ça créait même plus de chômeurs. Au Québec, il faut rajouter le problème de la langue, qui est un frein pour pouvoir se faire embaucher. Il ne faut pas oublier qu'on ne reconnaît pas toutes nos qualifications, parce que dans d'autres endroits du monde, posséder plusieurs langues, c'est une qualification. Si vous allez dans le reste du Canada, que vous allez appliquer pour un emploi et que vous êtes en plus francophone, vous allez avoir une prime au bilinguisme. Dans la fonction publique, en tout cas, ça fonctionne comme ça au fédéral. Tandis qu'au Québec, quand vous arrivez pour faire caissier dans un supermarché, on va vous demander d'être bilingue, mais gratos. Ça ne vous permettra pas d'avoir plus que le salaire minimum de toute façon. Normalement, c'est un acquis, on devrait être payé pour un acquis. Là, ça ne marche pas du tout comme ça. En plus des 40 000 et quelques immigrants qu'on reçoit économiques, pas économiques, excusez-moi, ça c'est le total. Les économiques, je crois que c'est 27 000 qu'on reçoit. Le Québec, en ce moment, essaye de retenir 10 000 immigrants par année parmi les étudiants étrangers. Jusqu'à aujourd'hui, c'était 4 000. Ils espèrent passer à 10 000. Ces étudiants étrangers ont beau avoir eu leur diplôme ici, donc ils n'ont pas le problème de reconnaissance des diplômes, sont confrontés de la même façon au problème du marché du travail. On l'a vu dernièrement avec un article disant que les équivalences de français qu'on avait remis aux étudiants étrangers n'étaient plus reconnues. Avec l'article d'un Chinois, je crois, de mémoire, qui était désespéré parce qu'il avait tout fait pour s'intégrer, ses collègues de boulot avaient tout fait pour qu'il apprenne le français, il était allé habiter dans un endroit très francophone pour vraiment bien s'intégrer, s'assimiler, et là, Immigration Canada vient de lui dire « Non, tu peux pas rester, il faut que tu retournes en Chine ». Vous voyez ? Donc, l'article est paru il y a 2-3 jours. Donc ça, c'est des réalités. C'est des réalités parce que même quand les gens passent leur diplôme ici, ils arrivent quand même à se faire virer. Le Parti libéral du Québec espère monter à 50 000, puis après à 60 000 le nombre d'immigrants. Il nous parle du vieillissement de la population. Et là, on tombe sur un autre problème, sur le vieillissement de la population. Déjà, on sait qu'ils arrivent trop vieux pour réellement remplacer la population. Une association ou un organisme, je ne sais plus, avait fait une étude là-dessus. Ça prendrait 225 000 immigrants par année pour faire tomber le niveau d'âge de la population québécoise. Parce que le problème, c'est que les premières générations d'immigrants arrivent trop vieux et les générations suivantes vivent selon les réalités du Québec. Avec les lois qu'on a au niveau, les subventions, les congés maternité, ils ne sont pas plus cons, ils ne font pas 15 000 enfants. Les générations, très rapidement, après 2-3 générations arrivées au Québec, ils font pas plus d'enfants que le Québécois dit de souche. Donc c'est pas vrai qu'ils vont faire grandir la population du Québec. Ça a été démontré aussi dans un livre de monsieur Marois et j'ai oublié le nom, une autre personne, qui avait dit que l'imposture de démographe, enfin un démographe en tout cas, monsieur Marois, qui avait démontré que ça ne marchait pas. L'autre imposture de cette immigration, c'est qu'on nous dit qu'on en a besoin pour payer nos retraites. Alors, c'est là où c'est ridicule, c'est parce que il y a quelques années, toujours dans les années 70, ça prenait 3 travailleurs. Il y avait 3 travailleurs qui payaient les retraites de 2 personnes qui n'étaient plus qui avaient fini leurs 65 ans. C'était 60 ans ou 65 ans, je ne me souviens plus. Donc on avait 3 travailleurs qui travaillaient, qui produisaient donc de la richesse pour payer les retraites de 2 personnes. Aujourd'hui, ça a changé. Les chiffres ont changé. On se retrouve avec 2 travailleurs
qui travaillent pour payer la retraite à 3 personnes. Et on nous dit, c'est foutu. Ça ne marche pas parce que plus ça va aller, moins il y aura de travailleurs pour payer plus de retraite aux gens. La seule chose qu'on oublie de nous dire, par contre, c'est qu'en 30 ans, donc de 70 en 2000, on a doublé les gains de productivité. C'est-à-dire que ces 2 travailleurs, en réalité, produisent de la richesse pour 4 personnes. Donc c'est pas 3-2, mais c'est 4-3 la réalité. Et un économiste français qui s'appelle Bernard Friot a pris les chiffres. Il a pris les chiffres, il a analysé ça, et il s'est rendu compte que dans les années 70, ça prenait 5%. J'arrive à faire le 5, excusez-moi. Ça prenait 5% du produit national brut pour payer les retraites aux gens. Quelques années plus tard, il a repris les chiffres. Il s'est retrouvé avec, je dis pas de bêtises, 12%. Là, on se retrouve dans les années 2000. Ça prendrait 12% du produit national brut pour payer les retraites. Donc ça, c'est 70. J'arrive pas à écrire de ce côté, je sais pas pourquoi. Et là, c'est 2000. Et en faisant des projections, en prenant les chiffres les plus conservateurs, les plus pessimistes, il est arrivé à la conclusion que dans les années 2030, à peu près, ça allait prendre, je dis pas de bêtises, 15% ou 16%, je crois que c'est ça. Je crois que c'était 15%. Les chiffres, je ne m'en souviens plus exactement, mais c'est à peu près ça. La chose qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en fin de compte, là, on a eu un écart de 7%. Mais que pour passer là à là, ça a été de 3%. L'étude des chiffres qu'il a fait, c'est qu'en fin de compte, on n'est pas dans une accélération du coût des retraites, on est dans une désaccélération du coût des retraites. On s'est rendu compte qu'en fin de compte, avec les gains de productivité, avec des personnes qui travaillent des fois de plus en plus vieux, parce que retraité, c'est pas être vieux, hein. C'est ne plus être sur le marché du travail, prendre sa retraite. Il y a des personnes qui sont plus vieilles, mais qui restent toujours de ce côté-là, dans le milieu actif. On s'est rendu compte qu'en fin de compte, la retraite, ce n'est pas un problème, c'est en train de descendre, ce n'est pas en train d'augmenter. L'autre chose qu'il faut tenir compte, et ça, c'est le gros du morceau sur l'immigration économique, c'est qu'on s'approche d'une révolution industrielle, la 4e révolution industrielle. Et quand on parle de révolution, c'est pas des petits changements dans notre vie, c'est que notre vie va être totalement bouleversée. Les chiffres sont assez éloquents. On estime que dans les 15 prochaines années, 47% des emplois aux États-Unis et 43% des emplois au Canada seront à risque. C'est-à-dire presque un travail sur 2 va être à risque de disparaître. Les secteurs les plus touchés, secteur médical, secteur financier, l'éducation aussi. Il va y avoir une robotisation qui va faire perdre dans le monde, ils estiment, 230 millions d'emplois. Ça va être surtout, quand on dit robotisation, c'est automatisation que j'aurais dû dire, parce que c'est pas que des robots, c'est surtout de l'intelligence artificielle. Je peux vous dire que tous les courtiers en bourse vont vite pointer au chômage, parce que les ordinateurs aujourd'hui sont capables de faire des projections sur 50 ans en quelques secondes, sur tous les risques de placement. C'est plus des humains qui gèrent ça. C'est plus des humains qui gèrent des portefeuilles, c'est plus les humains qui vont même vérifier quelle assurance vous conviendrait le mieux. Donc tout le milieu financier, déjà, ça va dégager à une vitesse assez vite. Dans le transport, en ce moment, en Europe, ils ont testé des convois de camions qui ont traversé l'Europe sans chauffeur. On s'est rendu compte qu'il y a 2 fois plus de robots depuis 10 ans dans les usines et ils coûtent 3 fois moins cher.
Autre chose amusante, c'est un capteur, par exemple. Sur les voitures, les capteurs de positionnement des voitures, les chiffres, en 2013, un capteur coûtait 70 000 $. Pour vous donner une idée, en 2016, 3 ans plus tard, le même capteur coûte 250 $. C'est que, en plus d'augmenter la robotisation, c'est qu'elle coûte de moins en moins cher, elle est de plus en plus dans nos vies, et on le voit d'ailleurs avec les selles, toutes ces choses-là. Les agences de voyage ne louent plus pratiquement de voyage, elles se sont reconverties, elles proposent des services, parce que maintenant, vous pouvez cliquer, il y a des sites qui analysent 15 000 options de voyage en quelques secondes pour vous dire quel est le meilleur prix au meilleur endroit. Il n'y a personne qui est capable de faire ça en triant les papiers, c'est fini. Le problème, c'est que les personnes les plus touchées, ça va être les immigrants. Vous comprenez pourquoi? Parce que avec tout ce qu'on a dit tantôt, là, ils vont être un peu perdus dans ce monde-là. Les femmes ont les emplois les plus précaires dans notre société, et ce sont ces emplois-là qui vont être le plus touchés par l'automatisation. On prévoit perdre, je ne vais pas dire de bêtises, là je vais regarder mon chiffre, dans les cols blancs, les emplois publics, ils prévoient que 7 millions d'emplois vont disparaître. De plus en plus, d'ailleurs, vous voulez faire avec la ville, excusez-moi, vous tombez sur des systèmes automatisés. Sur Internet, vous pouvez remplir des formulaires directement, vous ne contactez plus personne, tout est automatisé, et c'est de plus en plus rare de rencontrer un être humain quand vous faites des demandes, on vous demande de télécharger les formulaires ou de les remplir en ligne. Et ici, on s'en rend pas trop compte, parce qu'on est en retard, énormément en retard. Si je vous parlais de l'Estonie, par exemple, qui a une économie qui s'en sort très bien, on ne comprend pas pourquoi, c'est un petit pays, ils n'ont pas de ressources naturelles trop et tout, c'est parce que chez eux, 85% de tous les formulaires, de toutes les demandes à l'administration publique se font en ligne. 85%. On est loin d'ici. Toutes les infrastructures publiques sont automatisées, informatisées. Ça fait qu'ils ont coupé énormément dans leurs fonctionnaires, dans leur gestion de l'État, et c'est pour ça qu'ils arrivent à s'en sortir. Et même au niveau des emplois, ils sont déjà passés à la 4e révolution industrielle, c'est-à-dire que la plupart de leurs emplois demandent une très haute qualification, pas une petite. Alors c'est ça qui est rigolo, c'est une façon de parler, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de ces très hautes qualifications. On a énormément de gens qui ont des très hautes qualifications qui n'arrivent pas à trouver de boulot parce qu'il n'y a pas encore trop de demandes. Dans le futur, ces gens-là vont avoir énormément d'emplois. Plus de 80% des emplois vont demander une très haute qualification. Aujourd'hui, seulement 20% des emplois demandent une très haute qualification. C'est ça le problème. Quand on fait revenir une immigration avec 60% d'universitaires, on n'en a pas besoin sur le marché du travail aujourd'hui. Mais dans quelques années, on va en avoir énormément besoin. Mais alors, seule différence, c'est qu'aujourd'hui, c'est 20% d'emplois demandent une très haute qualification. Dans quelques années, ça va être 80%. Par contre, quand ça va être 80%, c'est que le 20% qui reste de jobs représente plus rien du tout. Parce qu'on n'aura plus besoin de manards, comment on dit en québécois, des manards de prolos, là, de bras et tout. Je sais pas comment dire le mot d'ailleurs, excusez-moi. Donc on n'aura plus besoin de... Ouais, le manœuvre, on n'aura plus besoin de ça, merci, on n'aura plus besoin de manœuvre. Manard, c'est ça, c'est le côté argotique. On n'aura plus besoin de manœuvre, du prolo de base, des choses qu'on arrive mal à imaginer. 320 millions d'emplois, j'arrive vraiment pas à écrire, excusez-moi, c'est parce que j'ai le bras un peu handicapé ce soir. 320 millions d'emplois vont disparaître à cause de l'impression 3D. L'imprimante 3D va révolutionner totalement nos industries. On arrêtera d'importer des choses d'ailleurs, on arrêtera de demander à des usines de fabriquer quelque chose pour après le livrer à l'autre usine qui construit le modèle. Pour un exemple, Volkswagen prévoit dans 35 ans, Volkswagen prévoit, comment on fait déjà? Ouais, c'est comme ça. Hop. Volkswagen, dans 35 ans, prévoit d'imprimer totalement son automobile. C'est-à-dire que dans l'usine de Volkswagen, les ailes vont être imprimées, la carrosserie,
les volants, les parties du bloc moteur, avec les imprimantes 3D, tout va être imprimé et ça va leur permettre de gagner énormément d'argent. D'autres entreprises de ce genre qui sont aussi totalement automatisées, si pas vous avez vu comment ça fonctionne dans une usine Amazon aujourd'hui, des grands couloirs, des robots qui vont chercher les affaires, l'humain est juste là pour valider. La reconnaissance visuelle, d'ailleurs, c'est un côté amusant. C'est que aujourd'hui, le robot est capable d'avoir une meilleure reconnaissance visuelle que l'être humain. L'être humain est à 80% dans les exercices de reconnaissance visuelle. Le robot, maintenant, arrive à 95% dans les tests. Ça arrive bientôt sur le marché. Donc même là, à la rigueur, au niveau visuel, une machine va être capable d'analyser, de trier beaucoup plus rapidement des objets qu'un être humain qui en plus fatigue. Il n'aura pas besoin d'aller aux toilettes en plus. Donc si vous avez vu une usine Amazon, sinon il y a des vidéos sur YouTube qui vous montrent ça, c'est assez impressionnant. Donc 320 millions, c'est à peu près la population des États-Unis. Imaginez que dans 15 ans, il n'y a que des chômeurs aux États-Unis. En gros, c'est ça le problème. Je sais que c'est dans le monde, là, le chiffre, mais ça va vraiment faire mal. L'autre problème qu'il y a, c'est qu'on se retrouve avec un problème dans la société, c'est que, on parlait du chômage tantôt, c'est que le système du chômage, ça marche jusqu'à un maximum de 20%. Même pas. En réalité, c'est 15. Mais on va dire jusqu'à 20%, on peut tirer l'élastique pour payer du chômage aux gens qui n'ont pas d'emploi. On s'est rendu compte qu'au-dessus de ce chiffre-là, le pays est en crise. Le pays n'a pas les moyens de payer des gens à rester à la maison parce qu'il n'y a pas de job. Donc là, on aborde un autre volet, c'est le revenu universel. C'est parce que ce qui va se passer dans une trentaine d'années, c'est qu'il n'y aura plus assez de travail pour tout le monde. On arrive vraiment dans la société des loisirs. Et là, on va devoir commencer. Le débat, c'est pas de savoir est-ce qu'on fait un revenu universel ou est-ce qu'on n'en fait pas. Le débat n'est même plus là. Que ce soit à droite ou à gauche, tout le monde convient qu'il en faudra un. Il y a certaines personnes qui résistent en disant non, il n'en faut pas, mais il n'y a rien, ils n'ont aucun argument pour nous expliquer qu'on peut s'en sortir de ce salaire universel. Le débat, ça ne va pas être de savoir si on doit en avoir un ou pas en avoir un. Le débat, ça va être de savoir comment on l'applique. Parce que là, il y a les deux grandes familles, gauche-droite. La droite, c'est quelque chose qui te permet de te faire vivre, limite, qui te permet encore d'aller acheter 2-3 merdes un peu dans le système, parce que si jamais tu arrêtes d'acheter, leur système s'écroule. Tandis qu'à gauche, c'est plutôt les machines sont capables de produire, les gens vont pouvoir passer leur temps libre, ce qu'on appelle du travail libre, à faire d'autres choses plus sociales, s'occuper d'organismes, apprendre, faire de la musique, donc faire évoluer une société. Il y a un débat là-dessus. L'autre débat, c'est comment on le distribue. Parce que si vous faites un salaire universel commun à toute la population, vous allez comprendre que si je file $500 par mois à un Montréalais pour qu'il se loge et qu'il se nourrisse, par rapport à un gars qui vit sur la côte nord, ils vont pas le vivre de la même façon. Parce que quand il va être obligé de se louer un appart, même dans Hochelaga, et puis qui va aller à l'épicerie ici, par rapport à un mec qui se loue un petit appart sur la côte ou en Gaspésie ou n'importe, il va avoir vite fait la différence de prix. Donc déjà, il faudra se demander comment on gère ça. Et le salaire universel n'est pas non plus une solution magique contre la pauvreté, parce qu'il y a un problème aussi, c'est qu'il y a des gens qui ne savent pas gérer leur argent. Ça aussi, ça existe. Et le problème, c'est que si on file bêtement des sous à quelqu'un comme ça en lui disant bah tiens, c'est ça, et puis débrouille-toi avec, ça, on ne sait pas si la personne ne va pas le flamber en 15 jours, et puis qu'à la fin, on se retrouve quand même avec des problèmes à gérer sociaux. Donc c'est pour ça, il va y avoir un débat sur le salaire universel, comment on le donne, comment on s'assure que ça soit bien réparti, comment on s'assure que tout le monde l'ait d'une façon équitable et juste, que personne ne crève la dalle dans une société où on n'est pas censé crever de faim aujourd'hui. Le seul problème, c'est que si on veut instaurer un salaire universel, c'est que ça plaît moins justement à une certaine partie de la gauche, c'est qu'il va falloir avoir un contrôle de nos frontières. Parce qu'on ne peut pas ouvrir un salaire universel et puis libéraliser totalement les flux migratoires, permettre aux gens de s'installer. Je lisais le discours d'un des candidats de l'élection en France qui s'appelle Poutou. C'est assez hallucinant ce qu'il propose. Parce que c'est beau quand on lit ça, mais c'est totalement irréaliste. De permettre la libre circulation totale des gens
et leur permettre le droit d'installation complet, et en même temps proposer de rémunérer d'une façon correcte tous les citoyens, il y a un moment, ça ne marche pas. Donc là, tout ça, c'est pour vous dire qu'on fait face à un double problème. On a un marché du travail qui va être saturé. On a pour le moment pas besoin réellement de gens super diplômés, surtout quand on ne reconnaît pas leur diplôme. Et on veut en faire venir encore plus, on les choisit, on les prend super diplômés. Ils mettent 10 ans à s'adapter à notre société pour arriver à peu près au même seuil que les locaux pour trouver de l'emploi. Ils arrivent, ils ont 40 piges, donc 10 ans plus tard, ils en ont 50. Ils ont 30 à 40 ans, donc ils ont 40 à 50 ans 10 ans plus tard. Ils n'ont pas cotisé assez. C'est pas vrai qu'on en a besoin pour payer les affaires dans notre société. Premièrement, parce qu'on les exploite pas à leur juste valeur. Moi, personnellement, s'ils arrivaient et qu'ils étaient direct ingénieurs avec un salaire de 150 000, parfait, super. Le mec, il paye des impôts, il me rapporte des sous. Là, le problème, c'est pas le cas. En plus, il va piquer, comme on l'emploie pas à son juste niveau, il va piquer des jobs à quelqu'un qui aurait dû l'avoir, qui va être obligé de piquer des jobs et on attaque les acquis. Ça fonctionne pas. La révolution industrielle arrive là-dessus, terrible. 230, 320 millions, 7 millions, 43% d'emplois à perte au Canada, à craindre, qui sont à craindre. Il n'y a pas le choix. L'immigration économique, quand on nous dit qu'on en a besoin, c'est une énorme imposture. Ça ne veut pas dire fermer ses frontières, ça ne veut pas dire renvoyer qui que ce soit, au contraire. C'est pour ça que je vous disais qu'au début, ça allait ramener à la conclusion de la fin, c'est que si on veut se battre contre ça, on ne peut pas fermer des frontières, ça n'existe pas de nos jours. C'est un combat futile. Ce qu'il faut faire, c'est défendre les droits des immigrants qui sont ici. Ça peut paraître bizarre, mais si on se bat pour les droits des immigrants qui sont ici, pour qu'on les paye à la juste valeur de leur travail, de leur qualification et de leur diplôme, ça va avoir deux effets. Premièrement, ces gens vont vraiment travailler à leur niveau de qualification, avec le salaire qui va avec, donc ils vont payer les impôts qui vont avec, et donc ils vont enfin nous enrichir pour de vrai, au lieu de conduire des taxis, puis de faire des choses pour lesquelles ils n'étaient pas faits au départ, premièrement. Deuxièmement, le patronat va arrêter de nous dire que l'immigration c'est une richesse. Parce que le jour où le patronat va devoir payer le vrai prix à un immigrant, et plus comme c'était expliqué là en 1883, profiter de ses méconnaissances du système pour l'exploiter, le jour où le patronat va devoir payer le vrai prix d'un immigrant, il va arrêter de nous dire que c'est une richesse. Parce qu'il arrêtera de se faire du fric sur le dos de ces pauvres gens, et donc de nous entuber en plus par la bande. Donc c'est ça le problème, c'est que, en fin de compte, le problème c'est qu'il ne faut pas se dire que l'immigrant il faut lui enlever des droits, l'immigrant il faut le dégager, non, au contraire, ceux qui sont là, il faudrait les protéger pour qu'ils aient enfin les diplômes, enfin les boulots qui sont au niveau de leur diplôme, premièrement. Deuxièmement, ils s'intégreraient bien mieux, parce que aller demander à quelqu'un de s'intégrer quand il crève de faim et qu'il ne sait pas comment il va nourrir sa famille, je défie quiconque dans cette situation-là de réussir à s'intégrer dans une société, même s'il vient de cette société-là, c'est impossible. Ensuite, les patrons arrêteront d'en faire venir parce que ce sera plus rentable. Et le truc qui pourrait vraiment faire comprendre aux immigrants actuellement au Québec, c'est que cette immigration massive, ce sont eux les premiers affectés. Parce que le problème, c'est que cette immigration massive, économique, elle va attaquer les jobs des dernières vague d'immigration. Quand un immigrant arrive, c'est pas ma job qui menace, c'est pas la job souvent d'ingénieur ou quoi que ce soit, c'est pas vrai qu'ils volent la job non, ils vont se retrouver sur Chabanel, par exemple, la rue Chabanel, dans le milieu de la couture, ils vont se retrouver dans des secteurs comme ça à se faire exploiter et ça va être terrible pour eux. Ça va être terrible. Donc si on arrivait à faire comprendre à nos premières vagues d'immigration ici que c'est dans leurs intérêts de défendre cette politique-là, de dire mais arrêtez d'en faire venir. Si on défendait ces gens-là, déjà, ils se sentiraient déjà moins agressés par la société. Si on était capable de reconnaître leurs diplômes convenablement, il ne faut pas oublier que 60% des diplômes des immigrants ne sont pas reconnus à leur juste valeur. J'y ai goûté. J'étais électromécanicien, on m'a mis réparateur d'électroménager. C'est pas une farce, ça m'est arrivé pour de vrai. J'ai jamais de ma vie réparé d'électroménager, je sais pas comment ça marche. Et c'était l'équivalence qu'on m'a donnée quand je suis arrivé, tandis que je suis électricien et électromécanicien dans le bâtiment.
Voyez ? Et ça, c'est une réalité. Coup de bol, je ne m'appelle pas Mohamed. Ça, c'est une autre réalité. Ils ont fait le test avec des CV, ils les ont envoyés avec des noms comme le mien, du jardin, puis ils les ont envoyés avec des noms un peu plus exotiques. C'est aussi une réalité pour des raisons multifactorielles, c'est pas que du racisme, comme on veut bien le faire croire. Il y a une discrimination réelle, mais les raisons sont multifactorielles. Ils ont aussi des difficultés à trouver de la job. Et le problème, c'est que plus on en amène, plus ils ont de difficultés à trouver des jobs. Et naturellement, à la fin, quand on crée des ghettos qui sont des ghettos d'exclusion économique, il y a une montée de la criminalité qui est évidente. Il y a tout part en couille. On se retrouve un peu avec l'équivalent des États-Unis. C'est un cercle vicieux. Donc c'est pour ça que c'est un débat assez tabou, parce qu'on se retrouve avec une droite qui manipule l'immigration, une certaine gauche qui nous parle de l'ouverture au monde et qu'il faut ouvrir la frontière à tout le monde. Elle est quand même minoritaire, mais elle est très influente ici. Et donc, en fin de compte, moi, quand je vois une certaine gauche qui tient le même discours que les chambres de commerce et que le patronat, je me dis qu'il y a un petit problème. Et le petit problème, c'est que si ça continue comme ça, ces politiques-là, c'est qu'on va se retrouver avec le même problème qu'il y a dans plusieurs pays d'Europe. Et comme on a pu voir en France dernièrement, on va se retrouver avec des partis d'extrême droite à la tête du pays. Et ça, j'en voudrais pas. Parce que c'est pas une solution non plus. J'ai passé très rapidement un peu l'histoire de ma vie. Jeune, je me suis fait enfumer justement avec cette histoire-là. Je suis justement allé dans les partis qui disaient les immigrants, ils nous font chier, on va leur taper sur la gueule. Et en fin de compte, ça m'a pris 10 ans à me rendre compte, il y a déjà longtemps, mais ça m'a quand même pris 10 ans à me rendre compte que je m'étais fait enfumer, que les gens contre qui je me battais, en fin de compte, j'aurais dû me battre avec eux pour dénoncer ce système qui fait qu'on remonte ces gens-là contre moi, et puis moi contre eux. Et c'est ça le problème. Parce que les autres, que ça soit cette gauche qui nous dit il faut s'ouvrir à tout le monde, ou que ça soit cette droite obtuse qui nous dit il faut se fermer au monde, les deux ne sont pas la solution. La solution, il faudrait que les gens comprennent que l'immigration économique, on n'en a pas besoin, comme ils sont en train de le dire, à 27 000 par année, c'est faux. C'est totalement faux. On n'en a pas besoin pour payer les retraites. S'il y a un débat à faire, à la rigueur, c'est sur la santé, sur les personnes âgées. Parce que c'est vrai qu'on vit de plus en plus vieux. Une Nobel médecine à Davos avait déclaré que ça prendrait pas longtemps si on voulait que l'humain vive jusqu'à 120 ans. On a les moyens technologiques pour le faire, bientôt. Ça, par contre, il va falloir se gaver de pilules dès qu'on est gamin pour éviter le vieillissement dès qu'on est tout petit. Parce que ça ne veut pas dire qu'arriver à 90 ans, on va vous filer des trucs et puis tout d'un coup, vous pouvez monter à 120 ans et que vous allez vous faire de 90 à 120 tout rabougri. Non, on ralentit le vieillissement dès le début. Ça veut dire que la jeunesse va être plus longue, le temps de travail adulte va être plus long et le temps de personnes âgées là, qui commencent à être un peu plus importantes va être plus long. On peut vivre jusqu'à 120 ans. Le débat de société, en réalité, c'est plutôt de savoir est-ce qu'on veut vraiment vivre jusqu'à 120 ans ? C'est parce que si c'est pour vivre dans un monde comme ça, je vois pas trop l'intérêt, personnellement. Et je sais pas, je suis pas du tout d'habitude comme ça, mais là, je trouve que c'est un peu contre nature. D'habitude, c'est pas le genre de discours que j'aime, parce que ça me rappelle un peu ces évangélistes ou ultra-cathos, là, qui nous disent que c'est pas naturel mais là, non, vivre jusqu'à 120 ans, quand j'y pense, c'est assez sordide, parce que, comme je vous l'explique, ça veut dire qu'on va devoir se gaver de ralentisseurs de vieillesse, pour pas vieillir, en quelque sorte. Et je connais une industrie qui va être très contente si ça arrive, c'est l'industrie pharmaceutique. Et je trouve que des merdes, on en bouffe assez. Et même s'ils nous disent que c'est faisable dans les années qui viennent, ça m'étonnerait pas que dans 30 ans, on voit un article sortir en disant les pilules qui rajeunissent, en fin de compte, nous filent une autre chiasse verte ou un autre truc à la con comme ça. Parce qu'à chaque fois, on découvre que ce qui était génial, 20 ans plus tard, en fin de compte, c'était cancérigène ou une saloperie. Donc le débat qu'on a à avoir, c'est qu'est-ce qu'on souhaite à nos gens, parce qu'on a les moyens. On a les moyens de faire de la décroissance. Grâce, je ne vais pas tourner les feuilles, mais grâce au gain de productivité, on est capable d'avoir moins d'enfants et de vivre mieux. Quand on nous dit on ne fait pas assez d'enfants, c'est de la connerie. Au Japon, ils sont en train de descendre de 250 000 habitants par année leur niveau de population. Ils estiment que j'ai oublié la date, je pourrais vous la retrouver vite fait. Ils estiment qu'ils vont avoir 90 millions d'habitants seulement par rapport à 127
je crois en 2030 ou quelque chose comme ça. Bref, le Japon est en train démographiquement de diminuer et ils n'ont aucun problème. Les machines remplacent les gens qui sont plus là, ils ont une meilleure qualité de vie et ils retrouvent leur souveraineté alimentaire un petit peu. Parce que le Japon, c'est pas évident, hein, c'est pas des grands champs, ils ont une chaîne de montagnes en plein milieu qui leur bouffe tout le territoire. Donc, imaginons qu'au Québec, avec cette mentalité de décroissance, on protège les immigrants qu'on a actuellement, on les défend, on demande aux gens d'arrêter d'en faire venir d'autres pour aggraver le problème. On comprend que plus faire d'enfants, c'est pas la fin du monde, ça s'appelle une décroissance démographique, et qu'on passe de 8 millions d'habitants à 2030 à 6 millions d'habitants. Pour l'environnement, c'est mieux. Pour notre souveraineté alimentaire, c'est mieux. Pour notre qualité de vie, c'est mieux. J'aurais pu vous parler, parce qu'on m'avait demandé d'écourter, j'aurais pu vous parler de la Sao Paulo de l'Amérique du Nord, c'est Toronto, qui est en train de s'étaler un peu à la Los Angeles. Ça crée une pollution monstrueuse entre les déplacements, les transports, l'occupation du territoire. C'est pas une solution. Ça crée une gentrification, parce que le centre-ville devient inaccessible aux gens. On se plaint à Montréal de la gentrification, mais allez voir dans les autres villes canadiennes. Montréal, c'est une exception d'ailleurs en Amérique du Nord par rapport à la taille de la ville pour le prix que ça coûte ici. C'est complètement incroyable. Si on continue comme ça, en 2030, on ressemblera plus au centre-ville de New York. Je sais pas, allez voir New York, c'est pas forcément ce qu'on rêverait d'avoir comme qualité de vie. Donc, c'est ces choix-là de société qu'on a à faire, et je trouve que il manque une classe politique au Québec. On n'a plus cette gauche qui défend les ouvriers de toutes origines, locaux, qui dénonce ce néocolonialisme, ce spectacle de la marchandise, comme disait Francis Cousin. D'ailleurs, on va finir là-dessus. Je vais vous lire du Francis Cousin, un philosophe français, très très à gauche. On va dire, il appelle les Américains des Yankees. Ça vous donne une idée. Lui, ce qu'il dénonce, c'est le spectacle capitalisme. Il appelle ça le spectacle de la marchandise, c'est-à-dire le néolibéralisme, déréglementation, l'ultralibéralisme. Et dans la marchandise, il y a aussi l'être humain. C'est pour ça que j'adore le terme ressources humaines dans les entreprises, parce qu'on est une ressource exploitable. Donc, il a écrit, c'est une partie d'un long texte qui est magnifique. Pour le spectacle capitalisme du travail et de la valeur d'échange, la libre circulation des marchandises est une donnée naturelle, et comme les hommes sont précisément ces marchandises productives qui possèdent la faculté de pouvoir façonner toutes les autres marchandises, il convient de leur imposer un hors-sol circulatoire planétaire. De telle manière que pendant que sont régulièrement pillées les ressources naturelles de l'Afrique et du Proche-Orient, le seul avenir possible pour des millions d'hommes du Sud, ce soit la grande déportation vers le Nord. Vous avez saisi un peu le principe ? C'est exactement ce qu'on vit actuellement. Ils font venir les gens d'Afrique et du Moyen-Orient chez nous, leur élite, 60% d'universitaires. Chez eux, il ne reste plus personne pour prendre des initiatives politiques et se battre, et ils les pillent chez eux, en plus de leur amener la guerre. La pensée révolutionnaire, et ça s'adresse à certains gens qui se disent révolutionnaires, ici progressistes, inclusifs, la pensée révolutionnaire authentique ne peut être que la critique unitaire du mode de production capitaliste, c'est-à-dire une critique qui ne transige avec aucun des simulacres par lesquels le spectacle du mensonge marchand reproduit la vie sociale aliénée. Traduction, tous les gens qui nous parlent d'ouvrir les frontières de richesse humaine sont des enculés, autant à droite qu'à gauche. Et qui c'est qui morfle ? Les immigrants reçus actuellement au Québec, les Québécois de souche. Quand je dis Québécois de souche, c'est les Québécois nés au Québec. Je vous ai dit, cette conférence ne sera pas faite sur... parce que ça peut être un sujet, sur quel... le facteur de l'immigration sur la culture québécoise, sur la société québécoise. Parce que ça, c'est aussi une crainte légitime. Comme j'expliquais à quelqu'un tantôt, je lisais du Gérard Bouchard qui avait dit que c'était des craintes légitimes pour un peuple de se sentir disparaître.
Et ça pourrait être un sujet, mais c'était pas celui de cette conférence, parce que là, on va rentrer dans d'autres débats, et puis on n'en finit plus. C'était juste sur l'immigration économique, les effets que cela a sur notre économie et notre société à ce niveau-là. Cette immigration économique, j'aurais pu faire une autre conférence d'1 heure sur son impact sur l'hétérogénéité de la société, parce que ça on ne l'a pas fait, mais une société hétérogène, c'est une société qui est aussi pluriconflictuelle, comme expliquait justement Francis Cousin, et donc plus dur à gérer. La différence dans une société, pour finir rapidement, si jamais vous avez une société hétérogène, une entreprise, là je parle d'une entreprise quand je dis la société, quand vous avez une entreprise hétérogène et que vous êtes une société créative, c'est une richesse. D'avoir des gens de plein d'endroits dans le monde, dans une société créative, c'est une richesse parce qu'ils apportent des visions différentes. Si votre société, comme la majorité, votre entreprise, dans la majorité des entreprises, n'est là que pour produire un produit avec des gestes répétitifs, et qu'on ne vous demande pas d'inventer comme dans un bureau d'architecte ou quoi que ce soit, l'homogénéité fonctionne beaucoup mieux. Et le problème, c'est que ici, on a des entreprises au Québec qui sont là pour porter secours aux entreprises, pour leur expliquer comment gérer leur hétérogénéité, leur diversité au sein de l'entreprise. Parce que le problème, c'est que quand vous avez plusieurs communautés, plusieurs cultures au sein d'une entreprise, c'est dur à gérer. Ce n'est pas une richesse non plus. C'est très compliqué. Donc ça aurait pu être aussi un truc qu'on aurait pu aborder, mais je ne l'ai pas fait parce qu'on va s'étendre sur 3 heures. Donc voilà, si vous avez des questions, moi je suis là, je vois que... Je demanderai d'applaudir le conférencier.